Bonjour, je suis Caroline Alain, consultante en ressources humaines et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des fameuses questions pièges qui sont posées par les recruteurs en entretien d'embauche. Et je vais t'expliquer comment ne pas être sous pression quand vient l'heure de ces fameuses questions pièges. Et donc pour cela, je vais décrypter pour toi 15 questions pièges. Je vais te donner tous leurs petits secrets et que tu comprennes quels sont les tenants et les aboutissements de ces questions, pourquoi le recruteur pose ces questions et qu'est-ce qu'il recherche à travers tes réponses. Je t'explique tout cela après le générique. Alors tu dois être à la recherche d'un emploi et pour optimiser tes chances de retrouver rapidement ton futur emploi, je t'invite à télécharger le modèle de CV gratuitement via le lien qui est sous la vidéo, mais également à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les autres conseils en matière d'embauche. Alors lorsque tu es en entretien d'embauche, il y a une chose à laquelle tu ne peux pas échapper, ce sont les questions du recruteur. Certaines sont plutôt faciles et tu vas pouvoir répondre du tac au tac sans problème. Mais d'autres sont vraiment des pièges et tu te retrouves en situation déstabilisante, en situation stressante. Pourquoi le recruteur pose cette question? Tout simplement, il a besoin de juger ta capacité à prendre du recul en fonction de telle ou telle problématique. Il veut juger également ta motivation et aussi mesurer un petit peu le sens de ta répartie. Alors, quand le recruteur te pose une question, il y a bien une chose à ne pas faire, c'est de ne rien répondre et de se retrouver un petit peu complètement démuni face à lui et de n'avoir aucun élément de réponse. Alors, il est très facile finalement de pallier à ce problème. Il suffit de préparer en amont tes réponses. Alors, tu ne peux pas anticiper effectivement les questions du recruteur, mais sache qu'en entretien, il y a énormément de questions qui se ressemblent et dont la finalité finalement est la même, que ce soit d'une entreprise à une autre, d'un métier à un autre ou dans des secteurs d'activité complètement différents. Tu vas te retrouver certainement devant les mêmes questions, donc il est facile de les préparer en amont chez toi afin de paraître plus à l'aise et d'éviter cet effet de surprise devant le recruteur. Et puis, il y a une chose aussi à savoir, c'est lorsqu'on va te poser la question, tu peux prendre le temps de la réflexion. Le recruteur peut comprendre que tu as besoin de temps pour construire ton argumentaire dans ta tête. Il ne t'en voudra pas si tu prends quelques secondes. C'est toujours mieux que finalement de se précipiter dans sa réponse et de ne plus savoir ce qu'on dit et de dire n'importe quoi. Alors c'est parti, on y va pour les questions pièges. On commence par la première question qui est « Parlez-moi de vous, pouvez-vous vous présenter ?» De manière générale, le recruteur commence son entretien d'embauche par cette question ou une autre, mais qui a le même sens. Il va finalement te laisser libre champ pour t'exprimer et voir un petit peu comment tu te comportes et comment tu vas te présenter. Alors l'idéal, c'est de pouvoir se présenter en quelques secondes, ne pas rentrer dans les détails de ta vie personnelle. Ne commence pas à dire que tu es marié, que tu as des enfants, parce qu'en fait ce sont des informations complètement personnelles et qui sont en dehors du champ de l'entretien d'embauche. Et en plus de ça, tu pourras donner des indices au recruteur et lui tendre des perches pour qu'il te pose d'autres questions sur ta situation. Et même si le recruteur normalement n'a pas le droit de poser des questions personnelles en entretien d'embauche, il y en a beaucoup qui ne se gênent pas pour le faire. Donc dans cette partie, il suffit de te présenter de manière ordonnée. Il va falloir que tu mettes en avant tes expériences professionnelles et surtout que tu puisses donner au recruteur une valeur ajoutée par rapport à ton CV. Puisqu'en fait le CV, il le connaît déjà, il l'a sous les yeux, mais en plus, il l'a déjà étudié au préalable. Et puis vous avez déjà eu
un entretien téléphonique où vous avez déjà pu un peu parler de ta situation, ce qui fait qu'il connaît déjà les grandes lignes. Donc ce qu'il faut lui apporter finalement, c'est du renouveau. Pour cela, il faut que tu arrives à résumer tes expériences professionnelles et tes compétences et que tu arrives à dégager 2 ou 3 compétences clés qui vont être en lien avec le poste à pourvoir. Il faut qu'à la fin de ta présentation, le recruteur ait retenu cette personne, elle est compétente dans tel et tel domaine et c'est de ça dont j'ai besoin pour la tenue du poste. Autre conseil dans cette question, si jamais tu as beaucoup d'expérience professionnelle, je te conseille de ne pas trop t'attarder sur les anciennes, mais plutôt sur les récentes. Le recruteur n'a pas trop envie d'entendre parler de ce que tu as fait il y a 20 ans. Voilà, il veut vraiment se concentrer sur les dernières compétences que tu peux mettre à sa disposition. Dans cette partie, il va falloir également que tu fasses preuve de méthode. Il est bien de pouvoir parler de ses expériences professionnelles, mais dans cette manière de t'exprimer librement, le recruteur va chercher finalement à voir comment tu peux t'exprimer, si tu es capable de construire un argumentaire ordonné, à parler de manière chronologique, à synthétiser des données par exemple. Donc il va falloir t'entraîner là-dessus pour que ça paraisse fluide et cohérent dans ton discours. La deuxième question est: pourquoi le poste vous intéresse-t-il? Souvent dans cette question, le recruteur a besoin de voir si tu as bien compris quels sont les enjeux du poste, quelles sont les attentes et finalement remesurer l'adéquation entre les besoins du poste et ce que toi tu peux lui apporter. Dans ce cas-là, il faut absolument que tu aies bien étudié le poste à pourvoir en amont chez toi dans la préparation de l'entretien d'embauche. Il va falloir que tu mettes en parallèle tes compétences acquises et ce que tu peux mettre rapidement en place pour tenir le poste et être très vite opérationnel dans l'entreprise. Il faut également que tu mettes en avant que ce poste représente pour toi quelque chose de nouveau, qu'il représente pour toi comme un challenge par exemple et qui va te permettre d'évoluer dans ta carrière professionnelle. Il faut qu'il y ait un sentiment d'évolution dans l'intérêt du poste. Et puis, tu peux donner également une ouverture dans ta réponse en disant que le poste t'intéresse pour telle et telle raison, mais également que le secteur d'activité t'intéresse, que tel projet t'intéresse, que tu as fait des recherches sur l'entreprise et que tu as pu constater que il y avait tel et tel projet en cours et que tu souhaites y participer. La troisième question est: quelles sont vos principales qualités et quels sont vos principaux défauts? Alors cette question, c'est vraiment un très grand classique de l'entretien d'embauche et j'ai l'habitude de dire qu'il faut toujours avoir une petite boîte magique en entretien où on a déjà des réponses préfabriquées. Donc il faut que tu aies absolument de côté 3 qualités et 3 défauts à sortir en entretien et que tu puisses sortir ces qualités et ces défauts mais en lien avec le poste à pourvoir. Pour les qualités, il faut dire voilà quelles sont tes qualités professionnelles, mais ne pas être trop présomptueux parce que le recruteur va vite déceler que tu en fais trop. En ce qui concerne les défauts, je te conseille plutôt d'orienter la discussion en disant que ce sont des axes d'amélioration et d'éviter toutes les phrases un peu bateau comme je suis perfectionniste ou alors voilà, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est des arguments qui sonnent très faux auprès du recruteur parce qu'il entend ça toute la journée en entretien auprès des candidats qu'il reçoit. Donc il faut être plutôt franc, trouver des défauts qui sont en réalité des axes d'amélioration et qui tendent vers une note positive. Le recruteur a besoin d'avoir dans cette réponse la preuve que tu es conscient finalement de tes qualités et de tes défauts et puis de ta prise de recul par rapport à la situation et ton analyse vis-à-vis de ça. Ce qu'il veut voir, c'est que tu es capable de mettre en place des plans d'action pour améliorer la situation, notamment et surtout, j'ai envie de dire, sur tes axes d'amélioration. La quatrième question est: avez-vous des questions? Alors là, l'erreur fatale dans cette question, c'est de dire non, je n'ai pas de questions, tout est clair.
Il ne faut pas ressortir de l'entretien sans avoir posé quelques questions pertinentes concernant le poste ou concernant l'entreprise et son environnement. Cela va démontrer ton intérêt pour ta candidature. C'est vraiment super important. Ces questions, tu peux facilement les préparer au préalable chez toi. Il y a des indices partout dans la fiche de poste. Donc tu vas pouvoir poser des questions sur les missions par exemple qui vont être confiées. Tu peux également poser des questions sur l'entreprise et son environnement. Tu vas faire des recherches sur internet. Donc tu as plein de questions que tu peux poser et qui sont pertinentes. Surtout, il faut éviter toutes les questions qui n'ont pas de lien avec le poste ou le développement de l'entreprise, si je puis dire. Évite toutes les questions qui ont un lien avec les avantages comme est-ce qu'on a des tickets restaurants, le salaire, voilà, tout ce genre de questions qui n'ont pas du tout lieu d'être dans un entretien de motivation. Ce sont des choses finalement que l'on valide par la suite dans un deuxième ou un troisième entretien au moment des négociations. La cinquième question est: savez-vous dire non? Alors parfois le recruteur va te poser la question de but en blanc en te disant: êtes-vous capable de dire non? Ou alors il va te poser cette question de manière détournée en te mettant dans une mise en situation. Par exemple, il va te dire: voilà, aujourd'hui vous êtes en mission, vous avez une deadline à respecter et un objectif, vous devez rendre tel travail, et puis le PDG vient vous voir et vous dit: il faudrait que Francis, vous me fassiez telle chose pour demain. Et là, le recruteur te dit: qu'est-ce que vous répondez face à cette demande? Eh bien, la réponse finalement n'est pas de dire oui, surtout je réponds favorablement à la demande du PDG, parce que le recruteur, dans sa réponse, va chercher à mesurer ta capacité à t'affirmer et surtout à la gestion des priorités en cas de stress. Il est tout à fait possible de dire que tu es capable de dire non, ce ne sera pas du tout mal perçu. Il suffit finalement de motiver ta réponse et d'expliquer les raisons pour lesquelles tu es capable de dire non, et surtout de dire que tu aimes le travail qui est bien fait et que tu aimes tenir tes engagements, et tu préfères dire à la personne que tu n'es pas en mesure de répondre à sa demande dans le délai demandé, car tu as déjà des engagements, mais que tu lui proposes une autre deadline pour lui fournir le travail qu'il t'a demandé. La sixième question est: où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans, à court terme, à moyen terme? Le recruteur va utiliser plusieurs termes, mais la signification est complètement la même. Et souvent, cette question vient à la fin de l'entretien. L'air de rien, le recruteur va dégainer cette question et il va attendre que l'entretien soit plus ou moins terminé, que tu sois décontracté et un peu moins concentré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux très bien dire que tu te projettes dans tel et tel domaine, tel ou tel poste à court et moyen terme. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le poste actuel. Le recruteur, ce qu'il cherche à voir, c'est justement ton ambition et si tu as un projet professionnel dans le temps. Il y a des personnes qui ne sont pas carriéristes et ça, franchement, ça se comprend totalement. Il n'y a pas de critique là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas, et parce qu'elles ont d'autres objectifs, d'autres priorités dans la vie, et franchement, ça se comprend totalement. Cependant, il faut quand même être en mesure de donner quelque chose au recruteur. Donc dans ce cas-là, même si tu ne souhaites pas évoluer dans la hiérarchie, essaye de trouver des petits points positifs, de montrer que tu te donnes quand même des objectifs professionnels, que tu as envie d'apprendre telle et telle chose, d'évoluer dans tel et tel domaine. C'est toujours plus positif que de dire moi dans 5 ans, je me vois exactement comme où j'en suis aujourd'hui. La septième question est: pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel, ou alors, en fonction de la situation, pourquoi avez-vous quitté votre précédent poste? Alors, pour répondre à la première question, si tu es actuellement en poste, il va obligatoirement te poser la question, et ça c'est souvent au téléphone: pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste? Dans ces cas-là, il faut motiver la réponse en donnant toujours du positif.
Il ne faut pas critiquer ta situation actuelle même si elle ne te convient pas. Si tu es dans le deuxième cas de figure et que tu as quitté ton poste précédent et que tu es en pleine démarche de recherche d'emploi, le recruteur peut te demander pourquoi tu as quitté ton poste, surtout si c'était un CDI. Si c'est un CDD, souvent c'est dans le cas d'un remplacement ou d'un surcroît d'activité et la fin de contrat finalement elle est due au terme du contrat, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais s'il s'agit d'un CDI, le recruteur va se poser quelques questions et se dire voilà, pourquoi il a quitté son ancien employeur. Alors que ce soit une rupture conventionnelle, une démission ou alors que tu as été licencié, je te conseille de donner les bonnes raisons et surtout les vraies raisons et de ne pas t'embarquer dans un gros mensonge parce que les recruteurs font souvent des prises de référence auprès des anciens employeurs et il serait fort dommage qu'ils s'aperçoivent dès l'entretien d'embauche qu'il ne peut pas avoir confiance en toi et que tu as menti. Donc dans ce cas, il faut donner les bonnes raisons, dire que tu as été licencié, dire que tu as demandé une rupture conventionnelle ou que tu as démissionné pour telle et telle raison, toujours en donnant un aspect neutre, des raisons objectives et ne pas dresser un tableau noir de la situation comme quoi tout allait mal, que tu ne t'entendais pas avec tes collègues, avec ton responsable hiérarchique. Voilà, il faut vraiment bannir ce type de réponse. La 8e question, c'est si jamais tu as un gros trou dans ton parcours professionnel. Alors là, il s'agit de montrer au recruteur que tu es conscient que tu as une période d'inactivité. De toute façon, tu ne peux pas la cacher. La plupart du temps, tu peux jouer sur l'honnêteté, surtout lorsque c'est un congé parental et que tu as souhaité prendre du temps pour t'occuper de ta famille et qu'aujourd'hui tu as envie de revenir sur le marché de l'emploi. C'est tout à fait acceptable pour le recruteur. Tu peux également être dans un secteur d'activité finalement où le marché est très tendu et tu finalement as tenté une reconversion professionnelle. C'est possible aussi. N'importe quel soit le cas de figure, si tu as un trou dans ton CV, l'important c'est de montrer au recruteur que tu es actif, que tu restes proactif dans tes démarches. Il faut montrer que tu n'attends pas finalement que l'emploi vienne à toi, que tu es dynamique dans tes démarches, que tu as eu tel entretien, que tu as entrepris telle démarche pour trouver du travail. Pourquoi pas même que tu t'es formé, que tu as suivi telle formation ou que tu lis certains livres dans tel et tel domaine pour augmenter tes connaissances et tes compétences. Il faut toujours montrer du positif, même si tu as des trous dans ton CV. La 9e question concerne ton futur manager. Il peut te demander quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre futur manager. Alors dans ces cas-là, il ne s'agit pas de dresser le tableau du chef idéal avec des tonnes et des tonnes de qualités. Tu pourrais paraître un peu trop gourmand, un peu trop exigeant et ça fait un petit peu peur aux recruteurs. Dans ce cas-là, il faut rester très simple dans ta réponse. Il faut dire uniquement que tu souhaites que ton responsable communique sur les projets existants en cours et à venir, qu'il soit une source de motivation au quotidien et qu'il te fixe des objectifs pour pouvoir avancer dans ton parcours professionnel. Voilà, ça s'arrête là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. La 10e question est comment votre ancien responsable ou vos anciens collègues vous perçoivent-ils? Alors cette question, c'est un peu une manière déguisée de vous poser la question sur les qualités et les défauts. Le but recherché, c'est également de voir ta prise de recul et ta capacité d'analyse sur ton comportement et tes qualités professionnelles. Dans ce cas-là, je te conseille de prendre des exemples très concrets où, par exemple, un responsable hiérarchique t'a complimenté sur un travail exécuté et de dire voilà ce que tu as fait et ce que le manager en a pensé. Je t'invite également à donner les coordonnées de ton ancien responsable au recruteur si tu es toujours en bon terme avec lui, évidemment, pour qu'il puisse faire une prise de référence en lui disant voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes travaux, sur mon efficacité, sur mes compétences et mes relations avec mes collègues, je vous invite à contacter telle ou telle personne pour en savoir plus. C'est très bien vu par le recruteur.
La 11e question est: préférez-vous le travail en équipe ou le travail en solitaire? Alors sur cette question, il ne faut surtout pas répondre de manière affirmée et tranchée l'un ou l'autre. Il faut toujours nuancer ton propos puisque le travail en équipe est très autonome dans la vie d'entreprise, mais le recruteur, il a également besoin de voir que tu es quelqu'un d'autonome qui sera capable de prendre des décisions et de te débrouiller un petit peu tout seul au quotidien. Ce que je te conseille de dire, c'est que l'aboutissement de ta réussite, de tes objectifs professionnels individuels ne peut pas se faire sans le travail de groupe et donc sans le travail d'équipe. La 12e question est: pouvez-vous me décrire une situation dont vous êtes particulièrement fier? Ou avez-vous eu un gros succès dans votre parcours? Qu'est-ce que vous en avez tiré et pourquoi? Voilà, c'est souvent des questions, elles ont le même sens. Dans ce cas-là, il suffit de prendre un exemple concret. C'est quelque chose que tu peux dès à présent préparer en amont chez toi. Il y a bien à un moment donné de ta carrière une mission que tu as accomplie, dont tu es fier et dont tu as eu des éloges vis-à-vis de tes responsables. Dans ce cas-là, il faut restituer l'information au recruteur avec des détails, c'est-à-dire donner le contexte de la mission, quels étaient les acteurs et quel était l'objectif. Et ensuite, expliquer comment tu as fait pour y arriver, ce que tu en as tiré, qu'est-ce que cela t'a apporté. La 13e question, c'est finalement le contraire de la précédente, qui est: pouvez-vous me décrire une situation où vous avez été en échec, où vous vous êtes senti mal à l'aise, où vous n'avez pas pu résoudre un problème? C'est également pareil, tu peux préparer cette question en amont et trouver une expérience où tu ne t'es pas senti très à l'aise, où tu as eu pas mal de difficultés, beaucoup de problèmes à résoudre, et dans ce cas-là, tu expliques au recruteur le contexte, quelles étaient les difficultés, quel était le plan d'action que tu as mis en place pour y remédier. Qu'est-ce que ces difficultés ont pu t'apporter dans ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu en as tiré de positif? Finalement, dans cette réponse, il faut montrer au recruteur que malgré les obstacles, tu sais rebondir et que tu ne restes pas sur un échec et que tu vas de l'avant. La 14e question est: qu'est-ce que vous ne supportez pas chez vos collègues? Alors dans cette question, il ne s'agit pas non plus de dresser un tableau noir de tous les collègues que vous ne supportez pas et de tout ce que vous détestez dans le monde du travail. Restez plutôt évasif sur la question et dire que tu as un très bon relationnel, que tu t'entends très bien avec tes collègues et que tu n'as jamais été face à de très gros conflits. Et essaye de porter cette question à ton avantage en disant que comme tu es quelqu'un de très optimiste, la seule chose que tu n'aimes pas, c'est quand tes collègues sont un peu trop négatifs. Mais voilà, ça ne s'arrête pas, ça ne sert à rien de rentrer dans trop de détails. Et la dernière question, la 15e question: quelles sont vos prétentions salariales? Alors là, on est bien d'accord, cette question ne doit être évoquée uniquement par le recruteur, surtout si c'est un premier entretien. Si vous êtes dans une phase plus avancée, que vous avez déjà vu plusieurs personnes, vous pouvez poser la question, mais en général, il faut attendre que le recruteur vous pose la question. De manière générale, les codes au niveau de la rémunération, on parle en salaire annuel brut, jamais en net. Vous pouvez annoncer un mensuel brut, mais la plupart du temps, les recruteurs ont des enveloppes budgétaires annuelles. Donc, parlez plutôt en annuel brut. Et puis, vous pouvez donner une fourchette souhaitée. La fourchette basse et la fourchette haute. Mais il faut être capable finalement de justifier votre fourchette haute. C'est-à-dire d'être sûr de ce que tu vaux, d'affirmer tes compétences et tes qualités, de ce que tu peux apporter. Et que voilà, tout ce que tu peux avoir mérite tel ou tel salaire. Si jamais le recruteur te demande quel est ton salaire actuel parce que tu es encore en poste, donne-lui ton salaire annuel brut et détaille finalement le salaire de base, le montant de tes primes ou de tes variables si tu en as, mais également n'hésite pas à lui donner tous les avantages que tu peux avoir
et qui peuvent rentrer dans le cadre d'une négociation, comme par exemple une voiture de fonction, un ordinateur portable, le recours au télétravail qui se fait de plus en plus et qui est un sacré avantage par rapport à une baisse de salaire par exemple. Voilà, tous ces petits détails qui peuvent rentrer dans la négociation. L'essentiel dans ton discours, c'est qu'il faut vraiment que tu montres que tu as confiance en toi, que tu parles d'une manière affirmée et que tu ne t'excuses surtout pas de demander tel ou tel salaire. Il faut vraiment être sûr de ce que tu vaux. C'est vraiment très important pour ta crédibilité et on n'est pas voilà, là pour marchander. Et puis, pour être cohérent dans ta réponse, je t'invite quand même au préalable à te renseigner sur le marché, sur les salaires appliqués sur le secteur d'activité ou sur le métier en question pour ne pas être trop à l'ouest par rapport voilà, à tes prétentions salariales et à ce que finalement le recruteur peut proposer. C'est fini pour ces 15 questions pièges. Maintenant, tu as vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ton entretien d'embauche et ne pas être surpris au moment de ces fameuses questions pièges. Surtout, n'hésite pas à préparer ces questions à la maison et à t'entraîner au préalable pour paraître plus à l'aise, plus fluide et moins stressé. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like et puis de télécharger le modèle de CV qui est gratuit sous la vidéo pour te faire gagner du temps dans tes démarches, mais également de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils en matière d'embauche. On reste en contact sur les réseaux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.